Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans notre dernière édition de The Network. Un débat en réseau avec ceux qui font l'actualité, les titres. Beaucoup estiment que jamais depuis près de 60 ans, l'Union européenne avait traversé de crises aussi profondes. Peut-elle survivre à la menace d'un Brexit et un risque grandissant de Grexit? La crise des migrants et le terrorisme mettent sous pression les frontières ouvertes au sein de l'espace Schengen et les États membres se divisent sur des valeurs démocratiques et sociales. À cela s'ajoute une reprise molle avec un chômage élevé. Les mouvements populistes en tirent profit, les électeurs doutant de l'efficacité des partis traditionnels. Les Européens ont-ils trop tendance à prendre les réalisations de l'Union pour acquises ou leur situation serait-elle meilleure si on rendait une totale souveraineté aux États? Connectée dans cette édition, ici au Parlement européen, Birgit Sippel, eurodéputée allemande issue des socialistes et démocrates et membre de la commission parlementaire Liberté civile, justice et affaires intérieures. William Dartmouth, eurodéputé et nouveau vice-président du parti eurosceptique britannique UKIP. Et Sophie in 't Veld, eurodéputée néerlandaise, membre de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Bienvenue. Première question pour vous tous, mais commençons par Birgit. Cette tempête pourrait-elle faire s'effondrer l'Union ? Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une tempête, je dirais que c'est un grand défi. Et après la crise financière, ce qui est important, c'est que nous luttions pour trouver des solutions communes à la situation. Parce que si on ne le fait pas, je suis presque sûre que cela aura des effets négatifs pour tous nos citoyens dans des domaines politiques très divers. Ok, vous faites des suppositions, donc cela peut aussi ne pas fonctionner. William ? Eh bien, ça ne va pas fonctionner simplement parce que l'establishment de l'Union a cherché à imposer un super État fédéral européen sur les populations et les nations européennes sans consentement populaire. Cela se manifeste de deux manières. Si vous me permettez de dire les choses rapidement, l'euro a été imposé aux États et la Grèce ne peut pas se trouver dans la même zone monétaire que l'Allemagne. Sophie, êtes-vous pessimiste, vous aussi, ou du moins sceptique sur la survie de l'Union ? Je suis optimiste plutôt parce que quand on voit d'où l'on vient, on a décidé après 2 guerres dévastatrices et après 45 ans de dictature communiste de nous tendre la main les uns les autres et de nous choisir un destin commun. Nous, les Européens, on a été capables de faire ça. Donc si on a pu le faire à l'époque, on peut le faire aujourd'hui. Mais il y a aussi le fait que beaucoup de gens ne sont pas assez âgés pour avoir des souvenirs de ces guerres. Est-ce que je peux dire quelque chose? On a eu la paix en Europe grâce à l'OTAN. Il a fallu attendre 1952 pour créer la communauté européenne du charbon et de l'acier. Cet argument, les gens en ont marre. C'est pour ça qu'on va voter pour sortir de l'Union. Si l'Union éclatait, pourrait-on assister à des conflits entre des régions où il y a des tensions ethniques, comme par exemple dans l'Est de l'Europe? Tout d'abord, je crois vraiment que même les jeunes savent ce que ça veut dire de vivre en paix. Ils ont conscience que de nombreuses guerres sont en cours non loin de l'Europe et ils réalisent qu'ils sont heureux. Nous avons la paix en Europe, non pas grâce à l'OTAN, mais parce que nous avons l'Union, parce que les États membres se coordonnent. Et une Union européenne unie, c'est la seule structure qui nous permet de trouver des solutions pour relever tous les grands défis mondiaux. Sophie, que dire de ce scénario cauchemar où des conflits éclateraient dans le centre et l'est de l'Europe avec des exigences de différents groupes ethniques, comme en Ukraine? La question ne se joue pas entre l'OTAN et l'Union européenne, mais sur les grands défis mondiaux du XXIe siècle. L'économie mondiale, Internet, les conflits en Syrie, en Libye, au Moyen-Orient, le changement climatique, les réfugiés, le terrorisme. C'est se bercer d'illusions que de dire qu'une Europe divisée pourrait répondre à ces défis de manière appropriée. Ensemble, nous sommes beaucoup plus forts, davantage en sécurité et bien mieux lotis. On peut certainement répondre à ces défis par le biais des Nations Unies, du G8, du G20 et de nombreuses autres organisations internationales sans avoir un super État européen. Ok, mais si l'Union ne négocie plus ces grands accords internationaux de libre-échange, que se passera-t-il? Certains ne veulent pas en arriver là. C'est beaucoup plus difficile de négocier un accord de libre-échange pour 28 nations que pour une seule. Et c'est pour ça, par exemple, que la Suisse dispose d'un accord de libre-échange avec la Chine, l'Australie aussi, la Nouvelle-Zélande aussi, l'Islande aussi. Mais l'Union n'en a pas. Birgit, est-ce que vous craignez qu'en cas de décomposition de l'Union, l'Europe nous soit divisée et la cible de menaces plus vastes?
Je suis totalement en désaccord avec mon voisin parce que nous avons besoin de l'Union. Et dans le village mondial dans lequel nous sommes, il nous faut des réponses mondiales. Un État membre ne peut relever tous ces défis tout seul. Il nous faut des réponses européennes. Et il n'y a que si on trouve des réponses européennes qu'on pourra demander aux autres d'assumer leurs responsabilités. Sophie, si on assiste à la fin de l'Union, ce sera probablement la fin de l'euro. Redoutez-vous une dévaluation monétaire, des dévaluations concurrentielles, comme il y en a eu avant l'Union? Il est assez évident qu'il vaut mieux que nous soyons dans une Union européenne forte et capable de relever les défis. Et cela inclut une monnaie commune. Mais si mon voisin préfère dire aux Britanniques que leur situation est meilleure quand leurs intérêts sont seulement représentés aux Nations Unies, où siègent d'autres États comme la Russie par exemple, eh bien c'est son droit de le leur dire. Mais je pense qu'il est préférable pour les Britanniques de faire partie de l'Union. Il y a moins de 9 ou 10% des eurodéputés qui viennent du Royaume-Uni. Jusqu'à novembre de l'an dernier, nous avions 8,24% des votes au Conseil des ministres. Et les chiffres me donnent raison. Et depuis 1996, même du temps de Blair, le gouvernement britannique a essayé de bloquer 72 propositions de loi. Et à chacune de ces occasions, ça a été un échec. Le fait est qu'on nous impose à tous des choses, on n'aime pas ça, et c'est pour ça qu'on en a assez. Et parlons des aides sociales. On ne peut pas modifier nos aides sociales sans quémander la permission. C'est fou. Le fait que vous continuiez de crier souligne ce que j'essaie de dire, à savoir que vous semblez penser que le pouvoir consiste à bloquer les choses. La Grande-Bretagne a une influence incroyable au sein de l'Union, non pas parce qu'elle a essayé de bloquer les choses, mais parce qu'elle a de bonnes idées, qu'elle a été capable d'imposer ses idées, de trouver des majorités. C'est pour ça que la Grande-Bretagne a eu de l'influence. Vous pensez pouvoir toujours obtenir ce que vous voulez? Non, c'est une démocratie, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on veut. Je me tourne vers Birgit. Je voudrais souligner le fait que l'Union européenne ne fonctionne pas sur le principe que l'un ou l'autre des États membres décide de ce qui doit ou non se passer. C'est une question de démocratie. On doit coopérer. On doit voir quelle est la situation dans nos propres États membres, mais ensuite on doit directement voir quelle est la meilleure solution pour tous les États membres, pour que personne ne soit laissé de côté. On doit améliorer la situation de chacun des 500 millions de citoyens européens. Et si l'Europe se déchire, je pense que cela entraînera de la compétition entre les États membres, dans le mauvais sens du terme. Et ça remettra en cause les règles minimales que nous avons. Rapidement, comment empêcher ou à l'inverse accélérer l'éclatement de l'Union, Sophie? Eh bien, selon moi, ce qui accélère l'éclatement, c'est la paralysie totale du Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Or, ensemble, ils devraient parvenir à prendre des décisions et aussi agir en matière de terrorisme, au sujet des réfugiés, de l'économie et du libre-échange, ou encore du changement climatique. C'est la meilleure option pour faire avancer l'Europe, la rendre plus forte et relever les défis actuels. L'Union devrait retourner à ce qui était prévu à l'origine et à l'idée que s'en faisaient les gens. Et cela tient en 3 mots, un marché commun. L'idée originelle était de créer de bonnes conditions de vie pour tous les citoyens de l'Union européenne. Donc on doit écarter les positions extrémistes, enlever tout le côté émotionnel des choses, nous asseoir autour d'une table et chercher des solutions applicables dans la vraie vie. Birgit, merci beaucoup. Je voudrais remercier nos invités, Birgit Sippel, William Dartmouth et Sophie in 't Veld. C'était Chris Burns. Merci à tous nos invités au cours de ces 5 années d'émission. Merci aussi à vous de vous être connectés à The Network.